Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et en introduction, j'aimerais vous parler de ce smartphone qui est devenu indispensable dans notre quotidien parce qu'il nous permet tout simplement d'être toujours connectés depuis n'importe où et n'importe quand. Sauf que petit problème, on oublie souvent de parler du réseau mobile et c'est aussi grâce à ça qu'on peut être connecté et je vais justement remédier à ça dans cette vidéo puisqu'on va parler de comment se passent les communications sur le réseau mobile, donc comment ça marche, mais aussi comment c'est implémenté derrière. Donc on va parler de tout ce qui est infrastructure technique des réseaux mobiles, mais aussi évidemment de l'évolution des réseaux mobiles, donc 3G, 4G, 5G et les services qu'ils ont chacun apportés. Bref, un beau programme, eh bien on peut commencer maintenant. Allez, c'est parti, mon cookie! Cookie connecté. Dans cette première partie, voyons comment se passe une communication sur le réseau cellulaire. Le territoire est recouvert de stations de base qui sont des antennes relais gérées par des opérateurs télécoms. Une cellule est la zone dans laquelle un mobile peut se connecter à une antenne en particulier. Le territoire français est ainsi divisé en cellules, chacune desservie par une station de base. Les stations de base émettent régulièrement des appels aux mobiles qui souhaitent établir une communication. La station de base gère la transmission et la réception du signal suivant des formats et un protocole spécifique à chaque génération. Par exemple 3G, 4G ou 5G. Un premier dialogue est nécessaire entre le mobile et la station de base afin d'établir les fréquences et la puissance d'émission pour la communication. Une cellule se caractérise par sa puissance d'émission, ce qui se traduit par une zone de couverture, et il faut noter que la taille des cellules n'est pas la même sur tout le territoire. En effet, celle-ci dépend de la configuration du terrain, plateau, montagne, etc. et de la nature des constructions, par exemple maison, pavillon ou immeuble en béton. De plus, une cellule ne peut servir qu'un nombre limité d'abonnés. Ainsi, dans une zone rurale où le nombre d'utilisateurs est faible et le terrain plat, les cellules seront plus étendues qu'en ville où le nombre d'utilisateurs est très important sur une petite zone et avec une forte atténuation due au bâtiment. En conséquence, plus il y a d'abonnés dans une zone géographique, plus il faut positionner de stations de base. Lorsque vous passez un appel depuis votre mobile, la voix est transformée en signal numérique, donc une transformation de votre voix en bits, soit une succession de 0 et de 1. Ce signal numérique est envoyé sur une certaine fréquence porteuse en ondes électromagnétiques qui porte donc l'ensemble des bits de votre message. La façon dont on transmet les ondes électromagnétiques indique les bits émis. La station de base récupère et analyse l'onde pour en déduire les bits émis. Elle reconstitue alors le message numérique en binaire. La communication est ensuite acheminée dans le réseau cœur de façon plus classique, en fibre optique par exemple, jusqu'à ce que la communication soit transférée vers la station de base de la cellule dans laquelle le mobile du correspondant se trouve. De la même façon, cette station de base transmet finalement la conversation par onde radio au mobile du correspondant. Évidemment, pour que tout cela soit possible, il y a une intelligence portée par une infrastructure derrière. En fait, chaque station de base est connectée à un contrôleur qui peut gérer, lui, plusieurs stations de base. Ce contrôleur gère les fréquences radio utilisées par ces différentes stations de base et va réaliser les transferts de communication mobile d'une cellule à une autre. Enfin, ces contrôleurs sont reliés à des routeurs qui permettent l'établissement, le maintien et la fin des communications des terminaux dans une zone géographique donnée. Ce sont les routeurs qui vont permettre de transférer les données vers le bon contrôleur, puis la bonne station de base et finalement vers le bon mobile. Ensuite, les routeurs sont reliés à des bases de données qui gèrent les informations sur les abonnés, leur localisation grossière, permettant aux appels entrants dans le réseau d'être acheminés jusqu'à ce mobile, et plus globalement, les informations nécessaires à l'établissement de connexion, pour le chiffrement et l'authentification par exemple. Les réseaux mobiles sont connectés au réseau téléphonique commuté, c'est-à-dire la téléphonie traditionnelle et Internet. Lorsqu'un mobile cherche à communiquer avec un autre mobile mais en dehors de son réseau, par exemple si les mobiles sont gérés par différents opérateurs et donc les stations de base ne sont pas directement reliées entre elles, la communication passe par le réseau fixe classique pour les appels vocaux en mode circuit, c'est-à-dire pour la 2G et 3G, et va passer par Internet pour les données en mode paquet. Lors de l'émission d'un appel par un mobile, la demande arrive du mobile vers la station de base de sa cellule. C'est la première étape. Puis traverse le contrôleur en étape 2 pour aboutir vers le routeur étape 3.
L'appelant est identifié ainsi que ses droits à partir des informations dans les bases de données. Si le mobile qui est appelé appartient à un autre opérateur, la demande est envoyée dans le réseau téléphonique commuté en 2G ou en 3G. C'est l'étape 5. Le réseau téléphonique commuté l'envoie vers le routeur de l'opérateur de l'appelé, étape 6. Celui-ci vérifie où est situé l'appelé et quels sont ses droits, étape 7. Puis il envoie la demande vers le contrôleur dont dépend l'appelé, étape 8. La demande est enfin transmise vers la station de base de l'appelé, c'est l'étape 9. Et une fois que le mobile appelé est connecté, la station de base à laquelle il est rattaché lui envoie les informations qui proviennent du mobile appelant. C'est l'étape 10. Dans cette deuxième partie, voyons comment le mobile est localisé au sein du réseau cellulaire. Tout d'abord, le réseau mobile se décompose en deux parties distinctes. On a le réseau d'accès qui gère l'accès et les communications avec les mobiles. Le réseau cœur, quant à lui, représente les éléments du réseau mobile en charge de toutes les fonctions de contrôle et d'analyse d'informations. C'est le réseau cœur qui fait l'interface entre d'un côté le réseau d'accès et de l'autre côté Internet et le réseau téléphonique commuté. Ensuite, le mobile est composé de trois éléments importants. Le numéro d'abonné IMSI se trouvant dans la carte SIM qui sert à identifier l'abonné. Le numéro d'équipement IMEI du mobile qui permet d'identifier le mobile dans le réseau mobile. Et enfin, on a le numéro de téléphone qui s'appelle le MSI SDN, utilisé pour identifier un numéro de téléphone à l'international. Maintenant, voyons comment un mobile est localisé sur le réseau mobile. On considère un terminal en état de veille lorsque celui-ci est allumé mais qui n'est pas actuellement utilisé pour un service. Il y a une mise à jour de la localisation à la première mise sous tension du terminal. Le mobile doit alors se signaler au réseau pour être pris en compte. Le réseau mobile authentifie ensuite le mobile et l'abonné. Si le mobile est en veille, le réseau connaît sa localisation grossière à travers sa zone de localisation. Il s'agit d'une zone de plusieurs cellules contiguës. La zone est diffusée périodiquement par toutes les cellules qui en font partie, chacune sur son canal de diffusion. Le mobile en veille écoute le canal de diffusion des cellules autour de lui et il sélectionne ensuite la cellule pour laquelle la puissance reçue est la plus élevée, ce qui veut dire que c'est la cellule qui lui fournirait le meilleur service s'il devenait actif. Lorsque le mobile se déplace, il continue de mesurer les puissances des cellules autour de lui et s'il se déplace suffisamment pour que la cellule de laquelle il reçoit la puissance la plus élevée change, alors il fait une resélection. Si la cellule resélectionnée fait partie de la même zone de localisation que la cellule qu'il avait sélectionnée précédemment, alors rien ne change. Par contre, si la cellule resélectionnée fait partie d'une zone de localisation différente, alors le mobile envoie à cette cellule une demande de mise à jour de sa localisation, que la cellule va ensuite transmettre au réseau cœur. La mise à jour de la localisation d'un mobile est réalisée au niveau des bases de données. On a les bases de données de localisation actualisées, rattachées au routeur, qui stockent dynamiquement les informations sur le profil des abonnés et leur zone de localisation. Et on a des bases de données de localisation de référence situées en centrale dans le réseau cœur, contenant les informations du profil de l'abonné, qui seront donc transférées vers la base de données locale quand c'est nécessaire. Ici, le mobile se trouvait dans la zone de localisation A, puis se déplace pour aller dans la zone de localisation B. La base de données locale met alors à jour les données de localisation de l'abonné. Le réseau mobile a besoin de connaître la localisation du mobile, même en veille, car il peut avoir besoin de le réveiller s'il reçoit un appel, une notification ou un SMS. Dans ce cas, le réseau va utiliser la procédure de paging. Toutes les cellules de la zone de localisation du mobile vont alors envoyer sur un canal de diffusion dédié, appelé canal de paging, un message qui indique que le mobile doit se connecter au réseau pour pouvoir recevoir les données que celui-ci veut lui transmettre. Le mobile sort de l'état de veille et se connecte à la station de base dont il reçoit la puissance la plus élevée. Lorsque le mobile est connecté au réseau et est utilisé pour le service, on dit qu'il est actif. Donc, en train d'appeler, d'être appelé, d'envoyer ou de recevoir des données. Au cours d'un déplacement, il est possible qu'on sorte d'une cellule. Il est alors nécessaire de changer de station de base tout en maintenant la communication. C'est le transfert intercellulaire ou handover en anglais. L'objectif est d'assurer la continuité des communications tout en assurant une certaine qualité de service. Dans cette dernière partie, voyons l'évolution des réseaux mobiles au fil des années. Tous les termes que nous avons vus jusqu'à présent sont des termes génériques de l'architecture des réseaux mobiles. Avec l'évolution des réseaux mobiles, les composants peuvent être amenés à changer de nom à chaque génération, mais les rôles restent globalement similaires. Dans les années 90, la 2G a d'abord été créée pour fournir un service de voix en mode circuit, très proche de celui qui était déjà utilisé dans le réseau fixe historique.
L'idée était d'étendre à la radio ce qui existait déjà sur le réseau fixe ou appelé aussi réseau téléphonique commuté. La 2G permet la transmission de la voix et l'introduction du service de messagerie SMS et est commercialisée sous le standard GSM. La différence principale entre la première et la deuxième génération est que le signal radio utilisé pour transmettre l'information dans la première génération était analogique. Par contre, celui de la deuxième génération était numérique. Puis avec l'arrivée d'Internet, les usages de la data se sont développés sur le réseau fixe. Il a alors été nécessaire de les étendre aux services mobiles. Au début des années 2000, apparaît alors le GPRS, appelé aussi 2G+. Il désigne les systèmes 2G qui permettent des transferts de données, Internet mobile donc. Puis, on a le Edge, quelques années après, permettant une augmentation du débit pour le transfert des données. Mais les débits étaient encore insuffisants par rapport aux usages data. Au milieu des années 2000, la 3G a été développée pour augmenter les débits data, permettant les usages Internet depuis le mobile, tout en continuant à faire de la voix en mode circuit comme en 2G. La 3G permet alors de transférer de la voix et de la donnée avec des débits élevés. C'est la généralisation des smartphones. Ensuite, la 3G+ est apparue, permettant des débits encore plus importants. Dans les années 2010, la 4G a été développée pour réduire la latence et augmenter encore plus les débits. Ceci a permis d'atteindre une qualité de service haut débit suffisante pour faire de la voix sur IP et donc abandonner le mode circuit. On parle du réseau LTE pour Long Term Evolution. Il est alors possible de passer en mobile tout IP, il n'y a alors plus de mode circuit. À partir de la 4G, les communications en temps réel comme la voix sur IP, les données et la vidéo transitent sur le réseau mobile en mode paquet. Contrairement au réseau 2G et 3G, les contrôleurs ont été enlevés de l'architecture 4G pour réduire la latence. En effet, moins on a d'éléments intermédiaires dans le réseau, plus le transfert de données est rapide. Les fonctionnalités de contrôle sont alors déportées dans les stations de base ainsi que dans un appareil appelé le Mobility Management Entity qui lui va prendre en charge la gestion de l'authentification et de la localisation des abonnés en plus du routage de flux. Il y a deux types de passerelles pour le transfert des données. La Serving Gateway, qui est une passerelle régionale, proche des stations de base, et la Packet Data Network Gateway, qui est une passerelle globale qui est l'interface avec Internet. Pour garantir la qualité de service de voix sur IP et vidéo, le réseau mobile doit être interfacé avec l'IMS de l'opérateur. IMS pour IP Multimedia Subsystem. L'IMS est adapté aussi bien au réseau fixe qu'au réseau mobile pour fournir des services multimédia comme la voix ou la vidéo aux clients des opérateurs. C'est donc grâce à l'introduction de l'IP Multimedia Subsystem dans les réseaux qu'il a été possible de passer la voix en mode paquet. Avec les années 2020, la 5G fait son apparition. Tout comme le réseau 4G, le réseau 5G est en mobile tout IP. Et il doit permettre non seulement d'augmenter les débits jusqu'à des vitesses autour de la dizaine de gigabits, mais aussi de réduire la latence à l'ordre de quelques millisecondes. La 5G permet ainsi l'usage du très haut débit mobile, mais aussi bien d'autres usages, comme l'Internet des objets massifs et les communications ultra fiables et à faible latence, essentielles par exemple pour l'usine du futur. Dans les réseaux 5G, les smartphones se connectent à la station de base. Cette dernière est directement reliée à la passerelle UPF, qui s'occupe d'acheminer les paquets de données utilisateurs à travers le réseau 5G, vers Internet ou l'IMS de l'opérateur. On appelle cette partie le plan utilisateur car on est surtout sur les fonctions de transport de voix et data. Ce plan utilisateur est lui-même relié au plan de contrôle qui lui prend en charge les fonctions de contrôle et de sécurité comme l'authentification, la gestion des sessions ou l'agrégation du trafic des appareils connectés. Enfin, l'architecture du plan de contrôle a été pensée pour séparer le réseau cœur en blocs fonctionnels qui est alors plus modulaire que l'architecture 4G. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Et enfin, je tiens à remercier l'Antenne J pour cette collaboration vidéo. Donc l'Antenne J, c'est un service du ministère de la Justice et ça veut dire Agence nationale des techniques d'enquête numérique judiciaire. Ouf, j'ai réussi à le dire. Et leur rôle, c'est tout simplement de mettre à disposition des enquêteurs les outils numériques permettant de mener à bien leur investigation. Tout ça pour lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance et répondre notamment aux enjeux de cybercriminalité. Donc autant vous dire que je suis très fier de cette collaboration vidéo. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!